Bienvenue sur Just in Tuned, le podcast qui va à la rencontre des artistes et des pros de l'industrie musicale. Ici, on parle de musique, de carrière, de galère, de créativité, de talent et de passion. Je suis Justine, fondatrice du podcast et chef de projet pour les entreprises culturelles et projets créatifs. Chaque semaine, je me mets au défi de pouvoir vous partager un max d'infos et d'inspiration pour propulser vos projets. Je vous laisse et je vous souhaite une bonne écoute. Hello Flavien. Salut Justine. Ça va ? Ça va très bien et toi ? Ça va, merci. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui dans cet épisode Just in Tuned pour la saison 2. Je suis très contente de te recevoir. Pareil pour moi, merci beaucoup pour l'invitation. Yes, alors sans plus attendre, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Aucun problème. Je m'appelle Flavien Defrère et je suis... alors, j'ai une partie de mon histoire qui est mon activité professionnelle et que je présente comme telle, qui est responsable marketing digital. Mais je pense que c'est potentiellement le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. J'ai créé il y a 5 ans un blog qui s'appelle Leçon Dopamine, qui parle de la musique, du marketing et des marques, comment les marques peuvent utiliser la musique pour se promouvoir. Et il y a 2 ans, je pense 2 ans ou un petit peu plus de 2 ans, j'ai commencé mon podcast justement pour donner la parole à ces professionnels qui utilisent la musique dans leur activité. Pas forcément de l'industrie musicale, mais qui l'utilisent et qui font parler de leur passion pour parler de leur propre sujet à eux. Ok. Alors évidemment qu'il y a un lien entre ces deux pans de ta vie. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton parcours ? Ouais, pas de problème. J'ai eu la chance en fait de très rapidement pendant mes études savoir ce que je voulais faire. Il y avait un côté marketing qui me plaisait et surtout digital. Je viens un petit peu de l'univers geek et je le revendique tel quel, qui fait que je me suis intéressé très rapidement au digital marketing et différentes expériences, stages en start-up, stages dans une entreprise de spiritueux, Bacardi Martini, m'ont fait intéresser par ce métier-là que j'ai continué. Et donc aujourd'hui, je suis responsable marketing digital pour le compte de Kia Motors, qui est un constructeur et qui est mon activité professionnelle. Mais en parallèle de ça, il y a 5 ans, également pendant mes études, j'ai découvert un livre qui s'appelle Du rock et des marques. Je ne sais pas si tu connais, d'Alexandre Sapp. Ok, non, je ne connais pas ce livre-là. Je te le conseille vivement, il est vraiment super, qui justement parlait de, en fait, la musique a un rôle à jouer dans le marketing des marques et beaucoup plus que vous le pensez. On est dans un environnement où on reçoit des messages, on voit des messages, des millions de messages par jour, mais on les retient pas. Et la musique peut aider une marque à se promouvoir et à être reconnaissable. Et ça m'a intrigué. Du coup, je me suis dit que c'était le moment de lancer un blog pour se dire, essayer de trouver les marques qui arrivent en fait à justement utiliser la musique dans leur activité marketing. Et c'est là où tout a démarré. Ok. Pourquoi l'industrie musicale ? Tu avais déjà un pied dans la musique ? Est-ce que tu es musicien ? Oui, alors je pense avoir été né dans la musique. Ma mère est prof de musique, a rencontré mon père grâce à la musique. Donc on est une famille musicale et forcément j'ai fait de la musique très tôt. Donc la musique fait partie de ma vie, mais je pensais pas forcément qu'elle ferait partie de mon statut professionnel et pas jusqu'à ce que je me rende compte qu'il y a vraiment un lien entre 2 choses que j'affectionne, qui sont le digital marketing et la musique. Et c'est là où j'ai eu un déclic, où je me suis dit, il faut que j'en parle, quoi. C'est super intéressant et surtout, ça me passionne. Donc, si ça me passionne, il faut y aller à fond. Absolument. Est-ce que tu peux m'expliquer quel est ton métier aujourd'hui, donc digital marketing spécialiste ? Qu'est-ce que c'est ? Ouais, pas de problème. Alors, il est scindé, on va dire, pour rendre les choses très simples, en 2. Il y a une partie web qui est de s'occuper des plateformes digitales de l'entreprise. Donc là, c'est les sites Internet. Là, dans mon métier, c'est le site Internet Kia, c'est les sites de tous nos concessionnaires en France. Donc, c'est vraiment la gestion du site, la gestion du contenu, la gestion son bon fonctionnement, ce qui est un challenge régulier. Et d'un autre côté, qui a une notion plus branding, qui est liée aux réseaux sociaux. Donc, je m'occupe de justement gérer les différents réseaux sociaux de la marque sur les différents touchpoints et effectivement se dire de quoi va-t-on parler demain, cette semaine, ce mois-ci et comment adresser le bon message à la bonne personne. Ok.
Donc effectivement, il y a totalement un lien avec tout ce que tu racontes au niveau du son dopamine. J'ai quand même une question. Pourquoi est-ce que tu ne travailles pas totalement dans la musique? Pour faire ce que tu fais Ça, là c'est... aujourd'hui au sein de tu m'as dit c'est Kia Motor? Oui, c'est ça? Oui, Pourquoi tu le fais pas aussi dans la musique? c'est une très bonne question et c'est une question très difficile aussi. Oui. Je ne pense pas forcément la réponse, mais c'est la réponse que j'ai choisi d'avoir quand j'ai commencé. C'est que il y a des parcours spécifiques. Je connais beaucoup de monde qui sont dans l'industrie de la musique et il y a des parcours spécifiques pour pouvoir se dire que j'ai envie de faire le métier qui me plaît dans l'industrie musicale, ce qui est quelque chose de très compliqué, qui prend beaucoup de temps, qui doit avoir beaucoup de sacrifices. Mmh mh. Et c'était pas forcément ce que je voulais. Je OK. voulais, j'ai pas fait d'études en lien avec la musique. Je l'exprime juste par ma passion, par l'aspect d'analyse que je peux avoir dans les différents sujets que je traite et surtout par rapport aux différentes, et je pense que tu le vois aussi de ton côté, conversations et rencontres que je peux avoir avec des professionnels qui, je pense, nous apprend beaucoup plus que dans une classe. Je me suis dit très tôt que la seule manière pour moi de faire le métier qui me plaira était de le faire dans le long terme. Mmh. Et si ça marche, tant mieux, j'en serais content. Et si ça marche pas, c'est pas grave. Dans tous les cas, je fais quelque chose qui me passionne. Donc, mon réel objectif est de me dire que j'ai des choses à prouver au niveau du digital marketing, qui est une passion. Et D'accord. je pense aussi que la musique pourra intervenir dans mon métier. J'en suis quasiment convaincu. Et c'est sur quelque chose que je travaille tous les jours, même chez Kia. Mmh. Et d'un autre côté, je prends tellement de plaisir à faire ce que je fais avec le son dopamine que je pense que ça paiera. Mais j'ai toujours besoin de prouver ma légitimité dans ce que je fais et D'accord. pour le moment, pas suffisamment pour faire quelque chose de moi-même. D'accord. Parce que c'est vrai que quand on met, côte à côte tes 2 passions, en soi, le métier de music supervisor et je pense à Ferdinand Huet que j'ai eu, dans la saison 1 du podcast, qui est donc music supervisor et project manager, au sein de TBWA, qui est une agence, Mmh. de pub. Ouais. Et lui, son métier, c'est évidemment de trouver la bonne musique, avec la bonne image, pour la bonne pub, pour la bonne marque. C'est clairement ce qui pourrait t'aller comme un gant, en fait. Alors c'est une bonne partie et c'est quelque chose de passionnant, mais c'est pas forcément que ça en fait. OK. Je trouve que et les Américains l'ont bien compris, et différentes entreprises, Red Bull, même si Red Bull aujourd'hui devient un sujet un peu moins intéressant avec tous les décisions qu'ils prennent au niveau de leur département, mais ils ont un département musique. OK. C'est-à-dire que des grandes marques ont fait ce choix de dire que la musique a tellement une place importante qu'on doit en avoir un département spécifique. Et Coca-Cola est limite le meilleur exemple. Mmh. C'est les maîtres dans l'utilisation de la musique pour promouvoir leur marque. Et je pense que c'est pas uniquement de savoir quelle musique mettre dans telle publicité Mmh. ou tel contenu. Je pense que c'est comment la musique peut amener la marque à, à réaliser en fait ces différents objectifs de notoriété, d'engagement, mais aussi de conversion. Je pense que la musique peut aider des marques à convertir en fait, à avoir de Mmh. nouveaux clients. Donc c'est vraiment une vue globale en fait, la manière dont je vois et pas forcément qu'au niveau de la synchronisation par exemple. D'accord. Et est-ce que ce métier-là, tu pourrais pas le créer toi-même en te lançant en freelance? Écoute, c'est une très bonne idée, j'y pense OK. depuis très longtemps, mais comme je t'ai dit, je pense que j'ai encore beaucoup de choses à prouver, mais Ouais. là où je suis très content, c'est que sur ces 5 ans-là, je me suis jamais posé la question, bon, si ça marche pas, j'arrête. Et j'ai bien fait parce que je vois qu'en 5 ans, il y a des choses qui se passent et OK. que cette légitimité, crédibilité évolue et que voilà, je pense que être dans une bonne mouvance si je continue comme ça. Et je pense que la question que tu m'as posée deviendra une réalité Mmh. dans certaines années, c'est une OK. certitude. Là, j'ai très hâte de voir ça. Retournons un petit peu à la genèse, du son dopamine. Comment tu as monté ce projet? Très simplement, j'ai lancé mon blog. Voilà, en OK. plus, j'étais dans le digital marketing, donc je me suis dit, ça peut m'apporter pardon, que du positif. Mmh. Je suis dans le digital, j'ai jamais fait de blog, je sais pas forcément comment ça marche, j'étais étudiant, donc je me suis dit, je me lance, quoi, ça va forcément m'apprendre dans mon métier en utilisant une passion.
Donc, je me suis lancé, j'ai créé mon blog et j'ai commencé à scouter un peu tous les articles que je pouvais trouver aux États-Unis et dans différents pays du monde par rapport à ce sujet-là. Et voilà, chaque semaine, je commençais à écrire mon article sur un sujet en particulier qui concernait la musique et le marketing et le branding en particulier. Donc, ça s'est fait très simplement. Et le retour d'expérience que je peux avoir, c'est que le plus dur réellement dans ce type de projet, c'est de commencer. Après, ça devient tellement facile. Je me suis tellement posé de questions en me disant, mais est-ce que ça se passera bien? Est-ce que j'ai vraiment la légitimité de le faire, vu l'âge que j'ai, etc. Et c'est des questions au final qu'il faut même pas se poser parce que quand on commence, on se dit, waouh, j'ai bien fait d'en arriver là. Bien sûr, bien sûr. Justement, parlons un petit peu marketing. Est-ce que quand tu as lancé, ton blog, est-ce que est-ce que tu t'étais demandé à qui est-ce que tu t'adressais, ta cible, ton persona? Comment est-ce que tu as structuré ta pensée? Est-ce que, parce qu'en soi, ton blog évidemment qu'il est niché, tu parles de marque, de marketing, de Mhm. musique, mais du coup, tu as analysé à qui est-ce que tu t'adressais? Absolument pas. Au OK, début, c'était réellement de se dire, ça peut m'apporter que du positif OK, personnellement. Et c'était aussi un bon moyen pour moi, en tant qu'étudiant aussi, de voir qui pouvait s'intéresser à ce genre de choses. OK. Et c'est aussi au fur et à mesure, je me suis rendu compte quel type de personnes pouvaient être touchées par les différents articles que je pouvais faire. Et Mmh. c'est surtout, en fait, après ces 2 ans et demi, 3 ans, qui a motivé le fait de lancer un podcast parce que j'ai identifié les gens qui pouvaient être touchés par ce genre de message. Et Mmh. ces gens-là, faisaient partie des gens avec qui je voulais enregistrer ces podcasts. Donc, des professionnels de la musique, de l'industrie de la musique, mais pas que. Ça peut être vraiment n'importe qui. On prend énormément de plaisir à demander à un responsable d'agence à me dire comment il a utilisé la musique dans des différentes activités Mmh. ou euh, j'avais pu interviewer aussi différentes startups qui commençaient dans la musique. Donc, il y a plein de sujets qui sont passionnants en fait à pouvoir aborder avec des gens qui n'appartiennent pas forcément sur le papier à l'industrie de la musique, mais qui apportent énormément. Du coup, transition, comment est-ce que tu as créé ton carnet d'adresses et comment est-ce que tu choisis tes invités? C'est pas fait exprès, hein, la transition, je ne connais Ouais, pas ton mais plan. c'était super là. Promis. Écoute, le carnet d'adresses est fait grâce à LinkedIn. C'est un outil vraiment ultra Mmh. puissant et ça me permet de voir en fait les différentes personnes qui semblent intéressées à la musique dans leur métier. OK. Donc il y a eu un gros travail de pouvoir pendant de j'arriverai même pas à te compter le nombre de personnes que j'ai lancé, relancé pour savoir s'ils étaient intéressés par l'idée simple de dire votre métier est passionnant, votre métier est intéressant, parlons-en ensemble. Mmh. Donc la liste s'est fait vraiment simplement avec des mots-clés musique marketing, musique UE, musique avec un C, vraiment tout ce que je pouvais trouver dans les contenus D'accord. et dans le statut des différentes personnes sur Twitter, sur LinkedIn. C'est vraiment comment utiliser les réseaux sur des mots-clés Mmh. pour voir les personnes qui t'inspirent. Et c'est comme ça que j'ai commencé mon carnet d'adresses. D'accord, et comment est-ce que tu entres en contact avec eux? Est-ce que tu as une phrase d'accroche, un process, un message déjà, préécrit? Comment est-ce que tu entres en contact avec eux? Écoute, pas forcément différent, je me rends compte, vu que je suis de l'autre côté du miroir, hein, donc je me rends compte de la manière dont tu m'as approché et c'est assez similaire, c'est-à-dire OK. que ça doit être, euh, ça doit être vraiment de dire, je trouve que c'est vraiment passionnant ce que tu fais, parlons-en, et je pense que ça intéressera les auditeurs de mon podcast. Mmh. Et ça peut se faire de différentes manières, soit ils ont besoin de préciser la demande et on en parle au téléphone, et là c'est leur dire, si, vous avez vraiment des choses vraiment intéressant à rencontrer. C'est impressionnant de voir en fait que des personnes qui ont fait énormément de choses dans leur vie, dans leur activité professionnelle, qui au final me disent ouais mais je suis pas sûr d'avoir vraiment grand Ça, chose à c'est dire. fou. Et c'est horrible parce qu'ils ont énormément de choses à dire et Mmh. énormément d'expertise à donner aux différentes personnes qui peuvent écouter. Donc voilà, ça s'est fait comme ça et ça se fait de la manière la plus humaine possible, hein. On est dans une industrie d'émotion. Mmh. Donc, c'est simplement de dire ça m'intéresse, de dire que c'est un échange et non pas une interview BFM. C'est ça. Et voilà, ça se passe toujours bien. C'est un petit peu le brief, que je t'ai fait Oui, bah oui, c'est juste pour ça que je te avant. dis. C'est exactement la même chose. C'est vraiment la même chose. Je dis souvent aussi, c'est comme si on était dans un bar. Ne fais pas comme si c'était à côté d'un micro. On s'est invité, je t'invite à boire un verre. On parle d'un sujet qui te concerne. C'est exactement le même principe.
Absolument. Mais justement, est-ce que tu as des critères, de sélection pour tes invités? Est-ce que, tu fais attention à leur présence sur internet pour qu'ils relayent, l'épisode? Ou c'est vraiment, du coup de cœur, du métier, de l'émotion? Il y a de tout. C'est sûr qu'il faut se dire, si j'interviewe telle ou telle personne, j'ai des attentes par rapport au fait qu'elle va toucher d'autres personnes qu'elle connaît, qui pourraient effectivement connaître le podcast en lui-même et découvrir le podcast Leçon Dopamine. C'est des choses à laquelle je pense, mais c'est pas forcément ça qui fait qui motive en fait à contacter telle ou telle personne. Je pense que le plus simplement, c'est de dire cette personne-là a pris la parole ou alors a prouvé ses compétences dans un sujet que je trouve passionnant. Parlons-en parce que je sais que de toute façon, ça va intéresser mes auditeurs. Mmh. Après, ça fait un bouche à oreille ou ça en fait pas, c'est du plus. Oui, bien sûr. Mais évidemment, l'idée est d'en faire une stratégie de contenu, c'est-à-dire que on a un podcast, comment utiliser ce podcast qui est un format audio. Eh Mmh. ben, je me pose sur ce format audio, je le mets sur les différentes plateformes. C'est de dire ce format audio à l'intérieur, il y a des choses super intéressantes qui font vraiment figure de tagline, tu vois, de phrases où Mmh. waouh, ça catch, ça. Je suis désolé avec mes franglais, je déteste ça en plus. Mais ça attrape l'œil, en fait, c'est l'oreille surtout. C'est-à-dire que ça fait vraiment, ça donne vraiment envie de voir l'épisode. Donc, je sélectionne ces parties-là. Oui, Je les mets sur mon compte LinkedIn en tant que Flavien Defrère parce que pour moi, c'est une chose importante, en fait, de légitimer, rendre légitime ma position dans ce domaine-là mmh, via mon nom. Et ça fait le tour des différents réseaux sociaux. Donc, il y a un contenu qui est divisé en différents contenus sonores et j'en fais aussi des contenus visuels justement pour mettre en avant différentes phrases qui sont utilisées et qui sont impactantes. Ça me permet de les relayer sur Twitter, qui est la première chaîne que j'utilise, mmh. sur LinkedIn également. Et voilà, et j'en fais un blog surtout, parce que je trouve que, Bien sûr. comme tu le disais, c'est une niche comme sujet, Mmh. pas beaucoup développé, et le fait d'être trouvé sur les différents Mots-clés. plateformes, mots-clés, c'est quelque chose de super important. Donc, toutes ces conversations-là, j'essaie d'en faire un article récapitulatif parce que l'idée est de quand même donner envie à la personne qui lit l'article de pouvoir l'écouter. Bien sûr. C'est fou, tu as vraiment pas le plan sous mes yeux, mais donc là, ma question suivante, c'est comment est-ce que tu organises tout ça? Parce que donc tu as ton métier, tu as le Mhm. blog, tu as le podcast, tu as la création de contenu réseaux sociaux, le Ouais. montage de l'enregistrement, les exports vidéo, la création de visuels avec les phrases types. C'est alors, je sais à quel point ça prend du temps. Moi, je vois bien, mon Mhm. podcast me prend, entre, 10, 15, 20 heures par semaine en sup de ce que je fais Ouais. dans ma vie de freelance. Mhm. Hem, donc je sais à quel point il faut être organisé. Donc ma question, c'est comment est-ce que tu t'organises pour faire tout ça? Une certitude, c'est que je m'occupe pas de leçons dopamine la semaine parce que par rapport à mon employeur, c'est important de dire que je suis au full concentré par rapport à ce que je dois faire et les différentes missions qui de toute façon sont vraiment challengeants, donc me prennent énormément de temps. Mmh. Donc c'est important de garder ce message-là. Donc c'est quelque chose que je fais le week-end. OK. Euh, et bon, évidemment, ça m'empêche pas d'envoyer des petits messages LinkedIn le soir à 22h pour contacter des gens ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, c'est vraiment chaque week-end, on va dire depuis 5 ans, quoi. Je sais même pas s'il y a peut-être 5, 6 week-ends à vue de nez où j'ai pas travaillé, en fait. Mais je pense que l'objectif numéro 1, c'est que je m'en rends pas compte. Mmh. C'est pour moi comme si j'allais jouer à un jeu vidéo pendant 2 heures. C'est pour moi comme si j'allais faire un foot avec des amis. Donc ça fait partie en fait de mes loisirs. Et si mes loisirs peuvent servir ma carrière professionnelle, je pense qu'il faut pas que j'arrête. Donc Absolument. ça, c'est pour moi la règle numéro 1. Et comment je m'organise, je me dis voilà, il y a tel ou tel sujet, j'en fais un plan, j'utilise des différents outils que je peux utiliser dans mon métier, que je peux utiliser dans mon métier de digital marketing Mmh. pour pouvoir planifier les différentes choses que je dois faire, les différentes personnes que je dois contacter, et les différents sujets qui semblent intéressants à développer, mais pas tout de suite, etc. OK. Et donc où est-ce que tu vas chercher les informations qui alimentent ton blog? Comment est-ce que tu choisis tes sujets? Est-ce que c'est lié à des critères, à l'actualité? C'est très souvent lié à l'actualité. OK. Une bonne partie, je pense qu'au tout début, 100%
de mon activité, le son dopamine, était fait sur du scouting d'informations, de quoi parle-t-on sur les réseaux, de quoi parle-t-on sur les différents blogs, sites internet. Maintenant, la chance que j'ai, c'est que j'ai le podcast et le blog m'amènent différentes personnes que j'ai rencontrées qui sont passionnants et qui parlent de choses dont j'ai envie de parler, d'amplifier. Donc, mon réseau aujourd'hui me permet de trouver les sujets de demain. Donc, c'est une aide énorme et supplémentaire que j'utilise à bon escient. D'accord. Et ton blog a 3 rubriques. Donc, si je me trompe pas, c'est la passion, l'émotion, la relation. Oui. Peux-tu me parler de ces 3 directions et pourquoi les avoir découpées comme telles? Alors justement, c'est pour ça que je t'invite à lire le livre de Alexandre Sapp, c'est qu'il avait OK. justement, il parlait de Trinity, donc de Trinité, et de 3 principes forts qui étaient la passion, l'émotion et la relation. Et OK. c'est en lisant ça où je me suis dit: «Mais waouh, c'est des sujets en fait, c'est ce qui pour moi et j'imagine pour lui, faisait le lien entre le digital marketing et la musique». Et c'est en fait ce qui a fait le déclic et je me suis dit: «Il faut» même si ça peut vraiment ne pas parler à tout le monde et je le comprends, mais en même temps, je suis dans un sujet de niche, donc je peux me permettre ce genre de choses. C'est de dire: «J'ai envie de me baser sur la même réflexion qu'il a pu avoir». C'est-à-dire la passion, il l'utilise comme, des sujets, évoqués par des gens qui sont passionnés par la musique et qui essayent d'en parler, même si leur activité n'est pas forcément liée à la musique. Donc, ça peut être différents sujets, ça peut être une start-up qui développe une technologie spécifique et on se rend compte que l'industrie de la musique peut l'utiliser à bon escient. Donc ça, je l'utilise dans cette partie-là, passion. Passion, c'est aussi traiter des sujets qui peuvent intéresser différentes personnes. Donc, je traite du music streaming, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe sur les différentes plateformes de streaming, parce que le mot passion fait référence à la passion pour la musique. L'identité sonore et musicale aussi, que je trouve super intéressante à traiter dans cet environnement-là, parce que c'est réellement prouver que la passion de la musique concerne tout le monde, la plupart des gens aujourd'hui, la plupart du monde entier. Et pourquoi l'identité sonore et musicale des marques fonctionne aujourd'hui, pas assez à mon goût, mais fonctionne aujourd'hui, c'est que les gens sont réceptifs par rapport à ça parce qu'ils ont une passion pour la musique et les codes de la musique. Donc voilà, c'est la première partie que j'utilise. Il y a une partie émotion qui est là, qui est plus sur l'expérientiel, c'est-à-dire comment faire vivre, faire sentir la musique dans les différentes activités qu'une marque peut apporter. Donc je la sépare en deux, cette partie. Il y a un côté très live, réel, OK. physique, que je trouve intéressant à développer par le biais des différentes idées que peuvent avoir différentes entreprises pour faire vivre une expérience spécifique. Il y avait Hyundai, qui est un constructeur auto justement aux États-Unis, qui avait une stratégie dans les différents festivals. Donc là, c'est un peu moins le cas avec tout ce qui se passe, mais c'était de dire en tant que marque comment je me fais voir dans ces rassemblements qui concernent plein de gens de passionnés. Donc je trouve ça intéressant de pouvoir l'aborder. Et l'émotion aussi, pour moi, prend l'aspect expérience digitale. C'est-à-dire, je pense qu'aujourd'hui, on est bien passé pour le savoir avec tout ce qui se passe. Avec, je ne sais pas si tu as entendu parler de ce qui s'est passé avec Fortnite et Travis Scott, le rappeur. C'est réellement un sujet passionnant. C'est-à-dire que dans cette situation de Covid-19 que nous connaissons et de Ouais. confinement, il y a quand même eu un concert qui s'est fait dans un jeu vidéo, un live Énorme. qui s'est fait dans un jeu vidéo et l'un des jeux vidéo les plus joués au monde. Et l'expérience dedans était hallucinante. C'était juste pas quelqu'un qui avait un petit bonhomme qui dansait. C'était réellement une immersion qui était saisissante, vraiment. OK. Et ça, j'avais envie d'en parler, quoi. C'est l'émotion, c'est comment on sent les choses grâce à la musique. Et je pense que Travis Scott doit être très content. Je pense que Fortnite doit être très content. Et j'ai souvenir, et je sais plus qui, mais je crois qu'il y a une marque qui a essayé de profiter. Je sais plus si c'est un équipementier sportif, justement, qui a voulu profiter de l'énorme euh, vitrine de ce live pour faire parler de son produit. D'accord. C'est hyper, hyper intéressant de voir comme tout est lié et comme tout est possible. En fait, il y a vraiment pas de frontières et encore moins que le digital. Totalement. Et c'est pour ça que j'en profite aussi pour dire, aux personnes qui nous écoutent que internet, c'est un véritable outil, hem, qu'il faut en connaître un peu les codes, en tout cas les process et les process des plateformes, parce que chaque plateforme a des façons de communiquer, absolument différentes. Mais qu'il faut se sentir à l'aise, un minima, et aussi que ça corresponde aussi à son image d'artiste
pour avoir envie d'y aller et pour promouvoir sa musique et en tout cas son image. Donc voilà, il faut essayer d'appréhender les outils avec confiance et de pouvoir les utiliser en cohérence avec son projet. Non, mais totalement. Je suis totalement d'accord avec toi et je rebondis justement sur ce que tu dis. C'est-à-dire que j'ai beaucoup parlé de TikTok en Mmh. tant que réseau social. Est-ce que les artistes ont un intérêt à se promouvoir? Il y Ouais. a plein d'articles qui existent en disant mettez-vous sur TikTok, artiste, vous n'allez pas le regretter. Mais la véritable question, c'est en tant qu'artiste, est-ce que vous aimez TikTok en fait? Mmh. Parce que ça sert à rien de définir une stratégie sur un réseau social qui ne vous ressemble pas, que vous n'aimez pas. Les gens vont le sentir que vous n'êtes pas à l'aise. Donc, c'est une énorme opportunité TikTok, mais si ça fait pas référence aux valeurs que vous pouvez avoir et ce que vous voulez montrer en tant qu'artiste, ça n'a pas forcément d'intérêt d'y aller pour y aller. Absolument. Je te le dis un peu en avant-première, mais en fait, au mois d'août, donc il y a les bonus du podcast «Dans la tête de» Mmh. et donc là, notre discussion me fait penser à un épisode dans la tête de Nala qui explique justement qu'elle essaie plein de plateformes différentes, dont TikTok pour mettre, du coup ses covers, pour faire du live et cetera et en fait, elle s'est retrouvée, uniquement que sur Twitch parce que c'est une geekeuse, Mmh. parce qu'elle, c'est une enfant du web et en fait, du coup, elle fait ses live streams sur Twitch et ensuite Mmh. elle rebalance sur les autres réseaux sociaux. Mais du coup, elle a créé sa communauté sur cette plateforme-là parce que ça lui correspond, parce qu'elle se sent à l'aise et parce que du coup, c'est devenu son truc, son endroit de référence auquel elle a des rendez-vous réguliers avec son public. C'est top. Ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'elle a essayé. C'est-à-dire Mmh. qu'elle s'est quand même dit: «Bon, il y a plein de plateformes, je vais essayer, je vais voir celle qui m'intéresse le plus». C'est Ce que ça. fait pas forcément beaucoup d'artistes. Donc c'est bien de se dire que c'est sur tel ou tel, Twitch en l'occurrence, Mmh. qui lui apporte le plus. Donc c'est une très bonne idée. Je pense qu'elle a eu le bon réflexe. Absolument et puis c'est aussi lié à la notion de contrainte. C'est qu'elle s'est rendue compte qu'elle les faisait d'un côté, ensuite il fallait qu'elle exporte la vidéo, ensuite qu'il fallait qu'elle Mmh. bref, ça devenait un truc, monumental et finalement le cover était devenu une contrainte et non plus un plaisir de partager sa musique et son univers. Donc voilà, effectivement, elle a essayé et après elle a eu, l'instinct de recouper entre, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre? Quelle est mon image? Qu'est-ce que j'aime? Quelles sont mes valeurs? Et à quel endroit je vais pouvoir transmettre ça, quoi? Donc je pense Exactement. que c'est un chouette réflexe. Exactement. Et au final, le genre de questions qu'elle s'est posées, que tu évoques, et c'est pour ça que tout a un lien, c'est des questions qu'une marque se pose. Mmh. Quelles sont mes valeurs? Quelle est l'identité que je veux avoir? Donc c'est pour ça et c'est ça que je veux vraiment promouvoir, c'est que un artiste aujourd'hui a tout à donner à une marque et vice versa, parce que là, c'est une même logique. J'ai une identité, j'ai des valeurs et j'ai un contenu, j'ai un pouvoir émotionnel Mmh. en tant qu'artiste et de l'autre côté, j'ai un pouvoir de persuasion par mes produits en tant que marque et je trouve que c'est quelque chose qui commence à être de plus en plus mis en avant. Certaines fois, et on va pas se cacher, beaucoup de fois de manière très hésitante et mal choisie. On Mmh. peut prendre les auditeurs pour des débiles, mais je trouve que c'est là où on arrive à définir des stratégies impactantes. Absolument. Justement, aujourd'hui, le son dopamine s'adresse à quel public? Parce qu'effectivement, il y a l'aspect artiste, sur l'image, mais il y a aussi l'aspect entreprise sur la gestion de sa marque et le branding qu'il peut y avoir autour. Qui sont tes auditeurs, tes lecteurs? À qui est-ce que tu t'adresses aujourd'hui? J'ai envie de faire comprendre à tous les marketeurs, à tous les décisionnaires aussi de marques, de considérer la musique dans leur activité de marketing et voire commerciale. Mmh. Et c'est quelque chose de très compliqué à faire, en plus quand on a un blog de niche. Mais le fait de faire ces podcasts, le fait de faire ces articles, euh, me permettent de rencontrer des gens qui justement que je sensibilise et qui du coup plus ou moins convaincus par rapport à la force que peut avoir la musique. Et c'est réellement à qui je veux m'adresser. C'est les marketeurs, de leur faire comprendre qu'il y a des choses sur lesquelles vous ne capitalisez pas et Mmh. qu'un logo n'est pas juste euh, quelque chose qu'on doit imaginer quand on pense à l'image de sa marque. Il y a plein Mmh. d'autres choses autour de la Bien musique sûr. qu'on peut faire. Donc c'est réellement les marketeurs en premier lieu. Mais évidemment, comme tu l'as dit, c'est aussi aider les artistes. Euh, parce que si on imagine une relation plus étroite entre un artiste et une marque, évidemment, il faut accompagner les artistes sur comment se faire comprendre et se faire euh, avoir une position aussi, ne pas se faire avoir par une marque qui n'a pas Mmh. compris l'intérêt de travailler avec un artiste.
Bien sûr. J'ai pas le souvenir, mais peut-être que je me trompe, j'ai loupé l'info, mais est-ce que sur ton blog ou sur ton podcast, tu as, une personne qui est, justement là, je pense par exemple à Pierre-Marie Wilarski, qui est aussi music supervisor, mais qui a aussi, qui fait aussi de l'édition au niveau, ah mince, je perds mes mots, des banques de sons. Donc il travaille avec des artistes. Les artistes proposent des créations originales pour cette banque de sons. Je me souviens plus le nom de la boîte en l'occurrence. Bref, mais du coup, lui, il est en relation avec les artistes et avec les marques en direct. Et peut-être que tu as déjà interrogé une personne dans ce sens-là pour justement que les artistes qui veulent, je sais pas, être dans le sound design, pouvoir proposer, faire de la musique à l'image, pouvoir proposer de la musique aux marques, puissent se rapprocher d'une personne comme Pierre-Marie Wilarski ou peu importe, dans cette optique-là. Oui, c'est vrai que j'avais interviewé Elodie Sillard qui D'accord. a une agence qui s'appelle Prodigious Sound, qui est en fait une agence sonore intégrée à une maison de com les plus importantes de Paris. Et tout le monde la connaît, mais j'ai un trou de mémoire. Ce n'est pas Havas, c'est l'autre. Il y en a souvent deux qu'on définit, et ça va me revenir. Et j'avais effectivement à avoir pu ces échanges avec elle, de dire, mais comment en fait vous arrivez à savoir que c'est cette musique-là qu'il faut par rapport à une demande d'un annonceur qui fait ces demandes-là à l'agence. Et c'est passionnant parce qu'il faut aussi prendre en compte l'aspect musical, mais il faut aussi prendre en compte l'aspect artiste, à savoir qu'est-ce qu'il revendique aussi. Donc, il y a plein de choses à prendre en compte par rapport à ça. Je pense qu'il y a différentes étapes. C'est-à-dire que malheureusement, aujourd'hui, on n'est plus sur du supervision musicale. Cette musique colle parfaitement à ce que je veux avoir à l'image. Malheureusement, c'est la logique. Je pense que ça devrait être l'inverse. J'ai cette musique, elle raconte une histoire, et tiens, ça colle parfaitement avec une idée, une valeur que veut mettre en avant la marque. Je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas assez fait. Et je pense qu'il y a beaucoup de professionnels qui pourraient considérer aussi cet aspect-là, d'être toujours être mis à la fin du processus de création d'un spot publicitaire, par exemple. Donc, c'est une première chose, en fait, qu'on a pu avoir dans nos discussions. Après, c'est vrai, comme tu le dis, d'être vraiment en lien avec l'artiste en lui-même et l'agence pour une synchro, ça fait quelque chose d'intéressant à développer aussi. Absolument. Mais justement, tu commençais un peu à parler de ton point de vue sur la mise en avant d'une marque grâce à la musique. Selon toi, c'est quoi le process? On peut déjà, d'un titre, d'une musique, d'une musique, d'une histoire qui est racontée dans la musique, imaginer l'histoire de la marque et travailler le storytelling de la marque grâce au morceau de base? Alors, pas forcément, mais je ne sais pas si c'est ton cas, mais personnellement, quand j'écoute une musique et que je la trouve exceptionnelle, je m'imagine un univers en fait derrière. Je me dis qu'est-ce qui lui a permis, quel univers se rapproche de plus de cette musique-là. Il y a des fois un côté un peu animal, il y a des fois un côté avec le choix des percussions, avec le choix de différents aspects techno, et qui sont ces aspects-là, sont utilisés par Sixième Son, par exemple, l'agence Sixième Son, qui arrive à définir une identité sonore par rapport à différents aspects musicaux. Donc, je trouve intéressant, en fait, de se dire qu'une compo a une histoire à raconter. Après, je pense que le mieux est de se dire, il y a une idée, il y a la marque qui a une idée créative basée sur un concept spécifique. Intégrons des professionnels, pas simplement de l'image, qui justement produisent ces différentes vidéos, mais des professionnels de la musique pour donner leur avis sur, vous avez ces valeurs à véhiculer, cette émotion particulière. Je pense qu'on peut se diriger vers tel ou tel genre musical peut-être, ou telle texture musicale. Je pense que les conversations doivent être faites au tout début du processus créa. Mais moi, mon rêve, c'est forcément de se dire cette musique-là raconte une histoire et tiens, comment on pourrait intégrer une marque. Mais c'est sûr que c'est compliqué. Mais c'est faisable. Si on peut le faire à l'image, on peut le faire à la musique. Bien sûr. Et justement, c'est quoi pour toi le meilleur exemple? Alors, tout à l'heure, tu m'as cité Coca-Cola, mais est-ce qu'il y a une marque, une pub, quelque chose qui est l'exemple concret de ce que tu racontes? Il y en a tellement Question piège. que j'ai pu traiter. Ah oui, question piège, là, tu m'as eu. Celle que j'ai bien aimée, après, elle est un petit peu différente, mais c'est celle qui me vient à l'esprit, c'est The Weeknd, qui justement fait une synchronisation dans la dernière pub Mercedes.
qui était pour justement un véhicule électrique. Et c'était vraiment impressionnant parce qu'on se dit c'était pas juste mettre The Weeknd dans une pub Mercedes, parce qu'il y avait une vraie logique aussi musicale. La musique était très années 80, tu sais, un petit peu rétro comme ça. Ouais, comme Et le son dernier album. rétro, ouais, exactement. C'est son dernier. J'ai oublié le titre qui a été synchro dessus, mais c'est son dernier. Blinding Lights. Exactement, c'est ça. Blinding Lights. Et c'est le côté rétro. Si tu regardes un petit peu les différentes publicités liées aux véhicules électriques, est largement utilisé pour faire comprendre qu'on parle d'un véhicule électrique. Donc, cet aspect rétro est vachement utilisé dans la pub, et je trouve que c'était pertinent pour l'artiste parce qu'il fait la promotion de son identité, pertinent pour la marque qui capitalise aussi sur la figure de l'artiste pour se faire connaître, et pertinent pour l'agence de pub qui a réussi à faire véhiculer un message spécifique avec le genre musical utilisé dans la pub. Mmh. Moi, il y a une pub aussi qui m'a beaucoup marquée, c'est évidemment celle de Dacia. Oui. Avec le Duster. Franchement. Mais c'est justement Elodie Sillard que j'ai interviewé qui s'est occupée de ça. Ok, d'accord. Ouais. Elle est géniale cette pub. C'est génial d'avoir adapté les paroles de Queen sur. Oui, c'est Queen, hein, on est d'accord. Oui, voilà. Oui, tout à fait. Sur la pub, quoi. Enfin. Puis au départ, on s'en rend pas forcément compte. C'est ensuite quand on voit la pub plusieurs fois, on se dit, mais ils ont fait ça, mais non. C'est vraiment bien fait. Tu as trouvé le truc, c'est-à-dire que quand on le voit plusieurs fois, et ils ont joué sur l'un des aspects les plus importants de la musique, qui est sur la notion de répétition. Justement, pour plus tu entends plus tu vois la pub, et donc plus tu entends cette musique-là, plus ton cerveau en fait t'indique qu'il y a un lien entre la marque et la musique qu'on te fait écouter, qui est une musique que tout le monde connaît. Donc c'est là où c'était aussi super intelligent de sa part. J'aimerais revenir un petit peu sur la notion de lancement de ton projet, Les Sons Dopamine, où justement, tu as mis beaucoup de temps, tu t'es posé des questions. J'aimerais revenir un peu là-dessus parce que c'est récurrent dans chaque création de projet, que ce soit à la fois entrepreneurial, digital, musical, peu importe. Qu'est-ce qui t'a empêché de te lancer au moment où tu as eu l'idée, et quelles sont les problématiques que tu as rencontrées sur ta route ? Ce qui m'a empêché de commencer, c'est comme tu disais, est-ce que en tant qu'étudiant, en plus, j'ai une légitimité de parler de ce sujet-là, sachant que j'ai pas fait d'études dessus, mais est-ce que la sensibilité que je peux avoir de la musique et la compréhension de la musique que j'ai aujourd'hui peut suffire. Donc c'est une question qui a beaucoup trotté dans ma tête, et je pense que c'est la seule question que je me suis posée, mais suffisante pour se dire franchement, Flavien, est-ce que ça vaut le coup que tu fasses ça ? Et dès que je l'ai fait, en fait, j'ai pris du plaisir, donc en fait, ça s'est fait tout seul. Et c'est devenu un hobby, donc c'était réellement. Je saurais plus te dire combien de temps j'ai pris pour me poser cette question, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. J'avoue que j'ai plus de référence, mais à première vue, je dirais un bon 6 mois, ce qui est pas énorme. Dans une vie étudiante, c'est énorme, mais dans une vie normale, c'est pas tant que ça. Mais je pense, ce qui me gênait le plus, c'était le regard des autres. C'était de se dire, en tant que Flavien, est-ce que sincèrement, pourquoi tu parles de ça, quoi ? Qu'est-ce qui motive ce choix ? Je comprends tout à fait. Moi, j'ai mis 1 an et demi à lancer mon podcast. Et pour quelle raison, du coup ? Eh ben, en fait, c'est tout le sujet du dernier épisode de la saison 1, où je me suis fait interviewer par mes super stagiaires collaborateurs, #brigade du kiff. Justement parce que je flippais vraiment beaucoup. Autant, moi, tu sais, je suis freelance, je suis chef de projet communication digitale et marketing digital pour les entreprises culturelles, projets créatifs. J'ai aussi un studio, donc je suis une serial lanceuse de projets, en fait. Mais alors, le podcast, mais j'ai tergiversé de ouf. Pourtant, c'est le projet qui a le plus de sens, c'est celui dans lequel je m'amuse le plus, et c'est celui en plus où il n'y a même pas d'objectif financier, puisque c'est projet passion. Mais j'avais vraiment peur de lancer un truc, moi, toute seule, en mon nom. Et encore, tu vois, c'est Justin Tunes. Donc, il y a juste le Justine. Au pire, c'est même pas moi, Justine Arma. Mon podcast ne s'appelle pas Justine Arma. Mais ouais, j'ai mis 1 an et demi. Et c'était fou parce que j'avais toujours ce truc. J'avais le nom, j'avais les couleurs, j'avais le logo, tout était déjà là, mais j'arrivais pas à lancer ça. Bah voilà, je l'ai créé, mais j'ai mis du temps, mais c'est là et je suis très contente. Sentiment qui est top. Je sais pas si tu l'as eu, mais je trouve c'est super difficile. On ne se sent pas forcément bien avant de commencer un projet. Mais quand on le commence dans les jours, dans les semaines du début de ce projet-là, et qu'on se dit ça y est, c'est parti. Je ne sais pas si c'était ton sentiment, mais en tout cas, c'était le mien.
c'est de se dire de plus en plus, au fur et à mesure qu'on travaille, même s'il n'y a pas quelque chose d'effectif, comme tu disais, tu travailles ton logo, donc c'est les débuts. Mm, mm. Plus on travaille, plus on se dit, en fait, déjà, on en prend du plaisir, mais c'était la bonne solution. On se convainc très facilement que c'était une bonne idée. Dès le début de la mise en place du projet, on n'a pas ce sentiment, j'ai l'impression de se dire, est-ce que vraiment ça vaut le coup? En ayant commencé, je trouve que on se convainc que c'était une bonne idée. Oui, bien sûr. Mais en plus, c'est le projet, alors je pense, que c'est le projet où en plus moi je le considère comme ma cour de récréation, en fait. Tu vois? Mmh. C'est l'endroit où je vais expérimenter des choses, je vais tester des choses, où en fait, il y a pas de limite et c'est même pour ça que j'ai eu 3 stagiaires sur le podcast. C'est parce que je m'autorisais à transmettre mes connaissances, mes compétences et plein de choses avec d'autres personnes et j'attendais aussi d'apprendre d'eux et en fait, on a créé une équipe, on était tous les 4, on s'est amusés, pendant, 4 mois à 4 à développer le podcast, à tester des choses. On a réinventé, l'identité visuelle de la saison 2. On a créé les bonus de l'été. Enfin, donc là, je te parle de plein de choses. Alors, au moment où on discute, c'est début août, donc il y a encore rien de sorti de tout ça. Mais au moment où notre podcast va sortir, il y aura déjà toute sortie. Mais voilà moi, c'est l'endroit où je m'amuse le plus et finalement, alors peut-être que je m'égare un peu, mais finalement, j'ai pas l'impression que normalement, on ait le droit vraiment de s'amuser dans les projets concrets. Tu sais, il y a toujours un truc de contrainte, il y a toujours un truc de faut tout de suite que ce soit monétisé. Les gens autour ne n'ont pas forcément, l'ouverture d'esprit à, à penser que quand on crée quelque chose, une entreprise, un projet, on ait le droit de s'amuser dedans, tu vois? Donc il y avait peut-être Ouais, un je peu ça comprends. qui était un peu au-dessus de ma tête, je sais pas, Ouais, non, je mais comprends. Ouais. Il y a un principe que je pense que ça fait partie de notre culture de penser que tout ce qu'on entreprend doit avoir une retombée économique assez mmh rapidement. Et je pense que c'est une belle bêtise. Euh, Comme je te l'ai dit, et tu m'as posé la question, est-ce que ça a un intérêt? Enfin, tu fais ça pendant 5 ans. Est-ce que ça serait pas le moment de faire son activité? Je pense que ça m'a pas apporté, ça m'apporte pas aujourd'hui l'assurance financière, mais ça m'apporte quelque chose que je trouve encore plus important, qui est encore une fois cette crédibilité, cette légitimité et surtout ce réseau en mh. fait. C'est de prouver que je pense que la valeur ne doit pas être exprimée juste en valeur monétaire et la valeur de ton travail, tu la prouves avec les gens que tu rencontres Mmh. et de se dire que tu as interviewé une personne, cette personne-là se souvient de toi parce qu'elle a adoré les échanges que tu as eus. Je pense que ça a plus de valeur de dire que tu as enregistré un podcast, c'est 20 euros. Bien sûr. Donc, pour moi, ça fait toute la différence. C'est ce qui doit motiver tout entrepreneur sur ce sujet-là, hein, parce que tout ne se prête pas à ça. Mais je pense qu'il faut se détacher de l'aspect monétaire parce qu'on a beaucoup plus à gagner des fois, sur le long Mmh. terme, encore une fois. Bien sûr, absolument. Est-ce que tu as eu des partenariats avec des marques, avec, je sais pas, des organismes, pour te soutenir dans la création de contenu? Non, non, j'ai pas eu de partenariat spécifique. J'ai eu, j'ai des personnes où j'ai des très bonnes relations avec eux et ça me permet de mettre en avant des sujets de manière beaucoup plus précise que je peux faire parce qu'il y a des accès beaucoup plus intéressants. Je pense à Sixième Son, par exemple, qui était avec Laurent Cochini, qui est juste la première personne à m'avoir fait confiance au final, parce Mmh. que c'est la première personne à avoir participé au podcast. Et je pense pas que je lui en remercierai assez dans le futur. Et c'est encore grâce à ça qui me permet de traiter des sujets déjà avant tout le monde, ce qui est quand même un must, je trouve, surtout quand au final t'es rien, t'es juste blogueur. Euh, et sur des sujets qui sont passionnants en fait. Et ça, ouais, avec certaines entreprises, j'arrive à le faire un peu plus, mais pas en tant que collaboration. Ouais, c'est encore quelque chose de niche, donc quelque chose de difficile. Est-ce que ce sera un modèle blogueur influenceur comme on peut avoir sur les autres industries? Je pense pas. Je pense pas. C'est vrai que c'est un milieu, encore j'ai pas envie d'utiliser le mot fragile ni sensible, mais c'est un milieu qui peut paraître un peu obscur où effectivement il y a des personnes qui arrivent à monétiser ou qui lancent des Patreons ou des Mm. Ulule ou peu importe, pour justement avoir un soutien dans la création de contenu parce qu'ils apportent beaucoup de valeur. Hem, Oui. mais je pense que c'est vraiment un step, supplémentaire. Moi j'y suis pas encore. Mon Mm. podcast il a que 6 mois. Donc certes, j'ai pondu 30 épisodes,
30 articles de blog liés aux épisodes, 7 épisodes bonus du mois d'août. Et donc, là, aujourd'hui, avec toi, je continue la saison 2. Mais moi, comme toi, l'objectif, c'est de rencontrer et de transmettre. Et effectivement, le modèle blogueur, influenceur, podcasteur, monétisé, etc., je pense que c'est le step plus tard. Oui, c'est sûr. Ça viendra plus tard. C'est ça. Et que ce n'est pas un objectif de lancement. Oui, et puis après, c'était aussi pour ça que ma stratégie de contenu se base, même si j'ai des pages, le son dopamine, que je mets, le podcast est disponible en tant que le son dopamine. Ma stratégie de contenu sur LinkedIn est tout autre. C'est vraiment Flavien Defrère qui parle de ce sujet-là. Et s'il n'y a pas de collaboration, quelle qu'elle soit, il y a au moins une apparence que je peux aider des marques qui sont sur des problématiques telles quelles en tant que Flavien. Et ensuite, si ça vient pas en tant que le son dopamine, c'est pas très grave. On va pas tarder à terminer. J'ai une petite dernière question. Quel conseil tu peux donner aux artistes et aux professionnels qui donc nous ont écoutés? Quels sont tes conseils ultimes lorsqu'ils créent leur projet, lorsqu'ils lancent leur carrière, lorsqu'ils font tout simplement de la musique? Quels sont tes conseils? Je pense la première chose à faire, c'est de savoir vraiment qui on est, qui pour un artiste peut être quelque chose de très difficile. J'en conçois, de savoir déjà qui on est et qu'est-ce qu'on a envie de dire, quelles sont mes valeurs, quelle est mon identité. Je pense que pour certains artistes, c'est compliqué. C'est quelque chose qu'on peut savoir au fur et à mesure de sa carrière. Mais je pense que c'est le point de départ qui permet d'avoir des relations plus comprises et plus étroites avec différents partenaires, que ce soit des marques ou des agences de synchro ou quoi que ce soit. C'est de montrer un petit peu que on est vraiment dans un monde avec un accès à la musique qui est énorme quand même. On peut écouter une bibliothèque de musique qui est impressionnante. Donc, de se souvenir, à part que c'était une bonne musique de la personne, je pense que c'est réellement un challenge pour un artiste d'être souvenu non pas seulement par sa musique, mais par son identité. Et je pense que c'est ce qui peut faire la différence. Donc, ce serait une première chose d'être capable d'établir ce genre de choses, de savoir qui je suis et qu'est-ce que j'ai envie de dire et avec qui j'ai envie de travailler surtout. Et c'est la même chose pour les marques qui ont déjà fait ça, parce que ça fait partie des principes marketing que tout le monde connaît. Pour les marques et les professionnels, je pense que leur conseil que je peux avoir, c'est d'être beaucoup plus à l'écoute justement de ce qui peut se passer, parce qu'on est dans une industrie qui certes va encore plus mal ces derniers temps, mais qui a tellement de choses à dire et tellement d'opportunités à avoir. Je pense que l'e-gaming, c'est quelque chose qui les concerne. Donc, c'est une première chose avec tout ce qui se passe en ce moment, mais il y a plein d'autres choses sur lesquelles on peut capitaliser sur un artiste. Et ça commence à être vraiment le cas aux États-Unis, mais pas tant que ça en France. Donc, je pense que ça serait quelque chose qu'il devrait faire en premier, c'est d'être beaucoup plus à l'écoute que la musique peut apporter, pas juste de dire. C'est vrai que j'ai bien aimé je suis fan de Coldplay, donc si on pouvait avoir une synchro sur le contenu là. Sincèrement, c'est une blague, mais pour avoir discuté, je pense que c'est quelque chose qui se passe vraiment trop souvent. Ok. Ah oui, de se dire que c'est au final un décisionnaire qui s'est dit, puisqu'il aime cette musique-là, c'est celle qu'on va choisir. C'est quelque chose qui arrive encore maintenant et c'est tellement dommageable. Je suis d'accord. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée que tu aimerais que je te pose? Écoute, non, pas comme ça. Déjà, je te remercie beaucoup pour cette invitation. Ça me fait bizarre justement d'avoir ce rôle-là, mais c'est passionnant de pouvoir en parler. Moi, je suis très contente de t'avoir reçu. Merci beaucoup pour tout ça, ton temps, tes conseils, ton parcours, ta vision, tout ça. C'était un chouette moment. Mais en tout cas, je suis très contente de t'avoir. C'est gentil, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Flavien. Et puis, à très bientôt. À très bientôt. Salut. Salut. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui souhaite se lancer dans l'industrie musicale. Si vous aimez le podcast et son contenu et que vous souhaitez me soutenir, rien de plus simple. Il suffit de commenter, de mettre des pouces en l'air, de me donner des étoiles sur Apple Podcasts, de suivre les réseaux sociaux du podcast et de vous y abonner sur Facebook, Instagram et Twitter au nom de Justin Tuned. Si vous avez des questions, si vous avez des idées pour les prochains épisodes, n'hésitez pas à me laisser votre message en commentaire ou alors directement sur l'adresse mail hello@justintunes.com.
@justintunes.com. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter et à très vite pour le prochain épisode du podcast Just in Tunes. Just in Tunes. Just in Tunes.